Alors bonjour, bienvenue sur ces rencontres de cinéma. On organise toute l'année différentes rencontres et masterclass en salle de cinéma et également dans l'établissement scolaire. Ces masterclass sont souvent en salle de cinéma ouverte au grand public et pour les établissements scolaires, c'est plutôt réservé aux étudiants ou lycéens en cinéma. Et nous allons poursuivre notre mission par le biais de ces rencontres-là qu'on fait en ligne aujourd'hui avec des professionnels de cinéma. Nous avons travaillé avec différents partenaires pour élaborer les questions des établissements scolaires et aujourd'hui vous allez rencontrer 4 jeunes qui vont poser des questions à notre invité. Alors notre invité aujourd'hui c'est Ariane Allard qui est journaliste de cinéma et de série. Elle est diplômée de l'École supérieure de journalisme de Lille et elle a longtemps travaillé au quotidien régional La Provence. Depuis, elle est sur Paris où on en parlera tout à l'heure avec elle des différents médias où elle travaille. Et là, les 4 jeunes qui lui poseront des questions aujourd'hui, nous avons Alexandre Tafkar d'Unicité Toulon, Ludovic Boucher d'Unicité Toulon, Léane Saïd du BTS audiovisuel du lycée Carnot de Cannes et Lou Barbé, pardon, excusez-moi Lou, du BTS audiovisuel du lycée Carnot de Cannes. Voilà, donc merci à tous d'être avec nous. On va commencer les questions du coup à Ariane Allard. Ariane Allard, bonjour. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci. Et comment définissez-vous votre métier, s'il vous plaît? Et est-ce que vous pourriez nous dire si le CRI a un réel statut professionnel? Quand vous dites comment je définirais, c'est-à-dire quel est le statut du critique aujourd'hui, c'est ça que vous voulez dire? Ou c'est une définition, Alors, c'est-à-dire qu'est-ce que je mets derrière le mot de critique? exactement. Alors, c'est d'abord la première partie, c'est la définition, et après, on parlera du statut, le réel statut professionnel, oui. D'accord. Alors, pour moi, un critique, enfin, en tout cas comme moi je le pratique actuellement, un ou une critique, parce qu'en l'occurrence je suis une femme, pour moi c'est un travail de journaliste. C'est une des parties ou des sous-parties de ce métier de journaliste. Voilà. Et de fait, la plupart, ou en tout cas beaucoup d'entre eux, ont soit une carte professionnelle de journaliste, soit une carte verte, la fameuse carte verte qui concerne l'activité de critique en elle-même et qui permet un certain nombre de choses, notamment de pouvoir avoir accès à des projections sans payer. Voilà. Ça, je dirais que c'est la définition statutaire et j'y tiens parce que je pense que c'est important. Ça vous dit déjà, en tout cas, comment moi je vois ce métier, c'est-à-dire que c'est un métier qui est à l'intersection de deux mondes qui sont assez différents, qui sont à la fois le monde des médias et le monde du cinéma. Et en l'occurrence, moi, je suis dans les médias et je vais vers l'autre, j'écris pour l'autre. Moi, je considère être une médiatrice et une passeuse. Voilà. C'est ça mon travail Oui, de c'est une critique. belle. Merci, Ariane. Et est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur votre formation? Oui, alors moi, j'ai fait des études, au départ de lettres. J'ai fait Hippocagne, Cagne, ensuite une maîtrise de lettres et une licence d'histoire et puis, j'ai passé les concours des écoles de journalisme parce que je voulais être journaliste moi à la base et donc j'ai fait, 2 années à l'ESJ Lille, avant de me lancer dans cette profession. C'était donc, à la mi-temps des années 80. Oui, c'est ça, 86-96, j'ai commencé à être journaliste et j'ai pas été journaliste tout de suite, culturelle et ni critique de cinéma. J'ai fait beaucoup d'autres choses avant dans plein de médias différents. D'accord. Alexandre avait justement une question par rapport à ça. Alexandre? Oui, oui. Alors, moi, ma question, c'était, est-ce que vous avez toujours été critique et pour quel média l'avez-vous été? Non, j'ai toujours été enfin j'ai toujours été, non. Je suis journaliste depuis une trentaine d'années, un petit peu plus et je suis critique depuis 2001, donc ça fait 19 ans. Donc si vous faites le compte, il y a une partie de ma carrière qui s'est faite en dehors de ce métier de critique. Voilà, c'était, à la fois un hasard, une coïncidence et un choix. J'avais vraiment envie d'abord de me frotter au réel avant de me frotter à la création et aux arts, même si j'ai effectivement une formation plutôt artistique, très littéraire et que je suis cinéphile depuis à peu près, je sais pas, 6-7 ans. Depuis petite fille, c'est vraiment, le cinéma et avec la littérature, certainement, le domaine qui est le plus important pour moi en matière d'art. Bonjour. Bonjour. Alors, pour moi, la première question qui se pose, c'est la question de la liberté d'expression.
Donc, considérez-vous que vous êtes totalement libre par rapport aux médias qui vous emploient? Quand vous parlez de la liberté d'expression, c'est dire que personne n'a de droit de regard sur ce que j'écris, c'est ça que vous voulez dire? Ou c'est, est-ce que ça Est-ce se fait que vous en êtes amont totalement par libre? rapport aux choix que je fais? Parce que c'est Est-ce que la vous êtes liberté d'expression. libre? Est-ce que vous êtes libre d'écrire ce que vous pensez réellement? Ou est-ce que on vous Absolument, dicte un petit peu, absolument. Non, 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 à aucun moment et à aucun moment de ma carrière. Et quand ça a été le cas éventuellement, j'ai fait le choix de partir. C'est une des raisons, mais pas la seule, pour laquelle, par exemple, j'ai quitté la Provence. Parce qu'on m'obligeait pas à écrire des choses, mais il y avait une ligne éditoriale et à un moment donné, alors que j'ai adoré travailler en presse régionale, hein, je précise, c'est pas du tout un choix parce que je considérais que c'était une presse mineure ou moins intéressante. Au contraire, moi je me suis éclatée à travailler en presse quotidienne et en presse quotidienne régionale. Mais il y a eu un moment, pour plein de raisons, notamment parce que voilà, la presse écrite va pas très bien depuis une dizaine, voire une quinzaine d'années. Il y a eu un moment où il y a eu des choix éditoriaux qui ont été faits, qui ont eu un impact notamment sur les pages culturelles. Et j'ai beaucoup réfléchi et j'ai fait le choix de partir. Donc j'ai fait jouer ce qu'on appelle une clause de conscience, qui m'a permis de partir dans des conditions relativement correctes. Mais ça a été un vrai déchirement, mais en même temps un vrai choix éthique. Donc je le revendique parce que c'est important pour moi. Et ensuite j'ai rebondi et là j'ai travaillé dans des médias. Actuellement j'écris essentiellement pour 2 magazines qui sont un la revue Positif et 2 le magazine Cosette. Et pour l'un comme pour l'autre, il y a absolument aucun droit de, enfin personne, enfin on corrige mes textes parce qu'il y a peut-être des choses à corriger, je dirais du point de vue de l'expression ou de la grammaire, et encore j'espère que non. Mais en aucun cas on change, on modifie la moindre parcelle de mes critiques et de mes analyses sur le très fond. bien. Et donc, est-ce que vous pensez que la presse TV, la radio, Internet, la presse écrite, est-ce que la liberté, elle est la même dans chacun de ces médias? Alors moi je peux parler, j'ai fait un peu de presse internet. Et depuis le mois de septembre, je suis aussi chroniqueuse sur France Inter. Alors, pas pour le cinéma, mais pour les séries. Donc, j'ai moins d'expérience dans ces deux domaines-là que dans le domaine de la presse écrite. Je pense que ça dépend d'abord de l'équipe qui dirige les médias. Ça dépend donc de la direction, du groupe en général, parce qu'il y a aussi des groupes hein, derrière tous ces médias, surtout les médias de presse écrite. Ça dépend aussi bah voilà, de l'équilibre plus ou moins obtenu financier de ces médias. Le rôle de la pub et des partenariats a un rôle de plus en plus important parce que la presse, et notamment la presse écrite, est très fragile. Donc, elle est beaucoup aidée et elle cherche aussi des moyens de survivre. Donc, tout ça fait que ça peut éventuellement menacer la liberté d'expression, mais c'est aux journalistes de la défendre. Et je pense que le travail de critique, en tout cas, tant qu'il existe, ça veut dire qu'il y a une forme de liberté d'expression qui existe. Quand il n'y aura plus de page culture, qu'il n'y aura plus de critique, là, je pense qu'on pourra effectivement dire qu'il n'y aura plus de liberté d'expression. Oui, alors, bonjour. Moi, je voulais savoir, si le choix du film, critiqué était dicté par le rédacteur en chef ou par un autre responsable, du média? Non. Alors, je vais vous donner des exemples concrets, c'est mieux que de partir dans des grandes théories. Par exemple, pour Cosette, il y a ce qu'on appelle une actualité, hein, c'est un mensuel, hein, Cosette, hein, et j'ai 4 pages de critique de enfin 3 pages de critique de films par mois et une page d'interview, une ou 2, ça dépend. Et en plus, je fais une page consacrée aux séries. Donc, pour le cinéma, il y a une actualité, bien sûr, hein, moi, je vois des films en amont, même parfois très, très en amont, parce que je vais quand même aussi pas mal dans les festivals. Et ensuite, je propose à ma rédactrice en chef un certain nombre de films que j'ai repérés, qui me paraissent intéressants pour des tas de raisons. On en parlera peut-être après. Et elle valide, parce elle valide. Voilà, c'est une relation de confiance qui est entre elle et moi. Simplement, moi, je suis limitée par la place, puisque 3 pages de critiques de films, par exemple dans Cosette, ça correspond, comme ce sont des critiques qui sont entre 1000 et 2000 signes, c'est pas beaucoup. Et encore, je ne me plains pas, il y a des magazines où les critiques écrivent des critiques de 300 ou de 400 signes, c'est-à-dire que c'est ridicule, c'est tout petit. Donc je considère que pour un magazine comme Cosette, 1000 ou 2000 signes, c'est assez correct. Donc en moyenne, j'écris sur 10 films par mois dans Cosette, et ces 10 films, c'est moi qui les choisis. Bien sûr, c'est validé par la hiérarchie, ce que je trouve tout à fait normal, ne serait-ce que pour qu'elle sache de quoi ça parle et qu'elle ait éventuellement des titres à mettre à la une ou dans le sommaire, hein, pour les mettre en valeur. Mais c'est moi qui les propose et c'est elle qui les accepte ou pas. Et jusqu'à présent, il n'y a jamais eu aucun refus. Quant à Positif, il y a des comités de rédaction, on se réunit,
ou quand on n'y va pas, ou qu'on ne participe pas à ce comité de rédaction. C'est Michel Simon, dont le nom doit vous parler un petit peu, j'espère, hein, qui est un grand nom de la critique de cinéma, qui est également le directeur de la rédaction de cette revue, qui m'appelle, ou je le croise à une projection, on discute des films, on choisit si c'est moi qui vais écrire ou quelqu'un d'autre, et ça se fait comme ça de façon, je dirais, totalement démocratique, hein, et partageuse, et souvent les choix, on choisit de faire telle ou telle critique parce que on privilégie, c'est pas pour rien que la revue s'appelle Positif, hein, les gens qui ont aimé un film plutôt que les gens qui ont détesté ou qui ont envie d'argumenter de façon, je dirais, plus négative ou plus féroce. Voilà. D'accord, merci. Et le lectorat du média, est-ce qu'il peut vous influencer? De quelle façon, quand vous dites ça? Vous voulez dire quoi par là? Euh, Comme, comment expliquer? Bah, par exemple, Est-ce Ariane, que ça vous quand influence le dans média va votre être critique? plus, Est-ce que c'est parce que je peux quand recevoir le des média va être mails? tourné pour les enfants ou les personnes âgées, Ah oui, d'accord, Oui, OK, non, tu sais, d'accord. Oui. Influencer, c'est-à-dire que est-ce que je tiens compte de mon lectorat? Est-ce que j'adapte mes propositions exactement, par à mon lectorat? C'est ça que vous voulez dire? exactement. Lou? oui, Ouais, Ah, pardon, Lou. oui, c'est ça. c'est ça? Voilà. Oui, alors il se trouve que j'écris aussi un petit peu pour des magazines pour enfants. Donc là, évidemment, moi, j'adapte mon écriture par rapport aux enfants, sans pour autant les prendre pour des niais ou des débiles, hein. Voilà, on soit bien d'accord. Mais j'utilise peut-être un vocabulaire plus explicatif. Je suis plus dans la pédagogie, quoique je considère qu'une de mes missions, c'est aussi d'expliquer. Donc, je le fais aussi pour les adultes. Après, pour Cosette, il y a probablement, par exemple, Cosette est un magazine de société et c'est aussi un magazine qui porte un regard féministe, alternatif sur les faits de société. Donc, évidemment que moi, je vais beaucoup traiter de films, souvent, qui traitent de sujets sociaux, parfois politiques, ou qui proposent un autre regard sur la femme et sur la féminité, ou sur l'homme et sur la virilité aussi. Donc ça, c'est des sujets, bien sûr, que je vais privilégier par rapport aux films que je vais choisir, parce que j'en ai que 10 par mois dans Cosette. Maintenant, si j'ai un énorme coup de cœur pour une comédie musicale ou pour un film d'animation et que je trouve que ce film est remarquable pour plein de raisons, j'en parlerai également dans Cosette. Mais c'est vrai que je cible peut-être un petit peu plus Cosette parce que le lectorat est un tout petit peu plus ciblé. En ce qui concerne Positif, c'est une revue cinéphile qui est dédiée aux cinéphiles, également aux universitaires, parce qu'il y a une partie de la rédaction qui est composée de journalistes et une autre partie qui est composée d'universitaires. Donc là, nous, on couvre tout le spectre vraiment de l'actualité. Je pense qu'on est une des rares revues avec les Cahiers du cinéma et la 7e Obsession, qui sont des revues que j'associe parce qu'on a à peu près les mêmes projets et les mêmes enjeux. Je pense on est les rares à être totalement exhaustifs par rapport à l'actualité et donc à traiter de tous les films, hein, des blockbusters aux films les plus inconnus et les plus fragiles. Et là, on s'adapte pas, non, on ne m'adapte pas à un lectorat. Je fais en sorte d'écrire des articles clairs, argumentés et qui donnent envie d'aller voir les films. Voilà, c'est la seule chose que j'essaie de faire pour l'ensemble des médias pour lesquels je travaille. Ariane, j'avais une question. Avec Internet et les réseaux sociaux, le critique est-il toujours capable de jouer son rôle? Ouais, moi je pense plus que jamais, en fait. D'abord parce que le travail de critique, c'est un travail. Souvent on dit on porte un jugement, c'est pas vrai, c'est pas un jugement au sens, je dirais, verdict et procès. Voilà, c'est plus une analyse et c'est pas une injonction non plus. Moi, à aucun moment je pense détenir une vérité sur un film. En revanche, forte de mon expérience, de mes rencontres avec les cinéastes, avec les acteurs, enfin, je fais ça depuis quand même presque 20 ans maintenant, et puis aussi du fait que je vois énormément de films et depuis très très longtemps, je pense que je peux nourrir, argumenter, contextualiser un film, une production, et prendre le temps en plus de le faire. Même, bon, j'ai la chance aujourd'hui de travailler pour des mensuels, donc le rythme est un petit peu différent. Internet a son rôle à jouer. Sur les sites internet, depuis que Internet a explosé, il y a des sites internet, moi d'ailleurs j'ai écrit sur certains d'entre eux, qui sont super intéressants, qui sont des sites de cinéphiles. Ça ne veut pas dire forcément que c'est des journalistes et des critiques professionnels qui écrivent dessus. Ça se voit d'ailleurs parfois par rapport à l'écriture, je dirais. Mais en tout cas, il y a des choses très intéressantes. Il ne faut pas du tout dénigrer ni regarder ça avec hauteur. En revanche, les réseaux sociaux, là, je pense qu'on n'est pas dans le domaine de la critique, on est dans le domaine au mieux de l'avis, c'est-à-dire que on est dans l'urgence, dans la rapidité, oui, c'est dans le flux permanent, et on est plus, je dirais, dans la pulsion et dans l'impulsion et que dans l'analyse. Et donc, je pense que le rôle de critique, qui lui est
plus dans la mise à distance par rapport au film, dans le recul, parce que c'est ça que ça veut dire au fond, la critique, c'est prendre du recul, hein, pour voir l'objet et arriver à essayer de le comprendre et de transmettre cette compréhension et la vision de son réalisateur. Ça, je pense que le travail de critique, oui, plus que jamais doit le faire, vraiment, vraiment. Et puis bon, il y a des critiques qui travaillent sur Internet, d'autres qui travaillent en presse écrite, d'autres qui travaillent à la radio. La télé, je suis un petit peu plus réservée, quoi qu'il y a aussi des émissions de débat, donc pourquoi pas également aussi pour la télévision. En tout cas, moi, je me sens pas menacée par Internet, pas du tout. Bon, merci. Non, non, je pense qu'on est complémentaires. Alexandre, Oui, oui. Alors moi, ma question, c'était, qui vient juste après celle-là, c'est quels sont vos critères à vous pour juger un film? D'accord. Moi, j'avais commencé un petit peu à en parler. Les critères. Je pense que ce qui m'intéresse quand je vois un film, c'est je sais immédiatement s'il y a un regard, un point de vue qui est posé, qui est soit original sur un sujet qui ne l'est pas, soit qui est différent, soit qui me propose une autre façon de voir cette chose-là. Ça, c'est la première chose qui m'intéresse. La deuxième, c'est évidemment toute la partie, la construction du récit, parce qu'on me raconte, c'est une histoire, mais c'est pas l'histoire en elle-même qui m'intéresse, c'est la façon dont on la raconte. Et puis, bien sûr, s'il y a une vision d'auteur, en fait, ce qui m'intéresse, c'est à la fois la puissance artistique d'un film et savoir aussi si ça fonctionne ou pas. Parce qu'un film peut faire une promesse au départ et ne pas la tenir. Et je trouve intéressant d'expliquer pourquoi ça fonctionne ou pourquoi ça fonctionne pas. Ça Merci, marche? merci. Du coup, j'enchaîne avec. Oui, oui, c'est très bien. Ouais. Et vous, du coup, en tant que critique, comment est-ce que vous visionnez les films qui sortent au cinéma? Est-ce que c'est en salle? Est-ce que c'est dans des séances presse spécialisées? Ou est-ce que c'est avec un lien que vous recevez chez vous et vous regardez le film chez vous? La plupart du temps, c'est en salle, enfin, ça s'appelle des projections de presse. C'est des films qu'on voit en amont, donc on peut voir 1 mois, 2 mois avant. Ça s'appelle des projos-presse parce qu'elles concernent essentiellement la presse, mais en fait, il y a aussi parfois des exploitants qui viennent, enfin tous les gens qui sont, dans la grande chaîne du cinéma qui se retrouvent là parce qu'ils ont besoin, avant de sélectionner leurs films, comme nous d'ailleurs, hein, de les voir en amont. Moi, je les vois aussi pas mal dans les festivals. Et j'aime beaucoup, les voir dans ce cadre-là, parce que ça réunit souvent plein de gens qui viennent d'horizons divers. Donc c'est des salles beaucoup plus, je dirais, intéressantes parce qu'elles sont beaucoup plus plurielles. Quand on est en projo presse, on est juste entre critiques et entre éventuellement exploitants et puis parfois quelques membres de l'équipe de production. Donc c'est bien aussi, hein, c'est très silencieux, c'est très respectueux. Moi j'adore voir ces films dans ces conditions, mais je trouve que c'est intéressant de les voir aussi en public, même si c'est dans les festivals, un public de cinéphiles, donc qui a une écoute, je dirais une attention, plus généreuse que dans une salle, habituelle, où le public peut se rendre, quoi. Et j'ai quelques liens effectivement. Les distributeurs sont pas très chauds, en fait, et je peux comprendre pourquoi. Parce qu'ils aiment plutôt qu'on voit les films sur grand écran, donc ils sont pas toujours très chauds pour nous les envoyer. Si je le fais, c'est vraiment parce que j'ai pas d'autre solution ou parce qu'un film sort à la dernière minute ou comme actuellement, parce qu'on est confiné et que donc les salles de cinéma sont fermées et que pour voir des films, pour essayer d'anticiper sur le numéro de juin, de juillet, je suis obligée de voir les films sur mon ordinateur et effectivement, ouais, tout à fait. Mais franchement, je n'ai qu'une hâte, c'est Oui. de retourner voir les films en salle. Ok. Et du coup, pour compléter cette question, est-ce que votre regard en tant que critique, il change en fonction de la façon dont vous voyez le film, si c'est en salle ou chez vous, Ouais, ça dépend. ouais, je pense, Ok. ouais. Ouais, je pense que quand je suis devant mon écran, en plus je regarde les films en mettant un casque ou des écouteurs, je suis hyper concentrée et en même temps, je trouve que j'ai une relation de proximité qui est parfois j'aimerais prendre davantage de recul et être davantage absorbée parce que le grand écran, ce que j'aime, c'est que j'ai l'impression de me plonger complètement dedans et à un moment donné où je m'enfouis dans le flux du film, dans l'écran et c'est vraiment un plaisir que j'aime énormément. Puis le son m'envahit, il y a vraiment quelque chose de l'ordre, voilà, de l'enfouissement et de la projection. C'est pas pour rien que ça s'appelle une projection. On se projette, on s'identifie et on s'enfouit dans le film. Et le travail du critique ensuite,
c'est de prolonger ce plaisir tout en prenant du recul par rapport à ce qu'on a vécu. Voilà. Et évidemment, par rapport à un écran, ou mieux encore, enfin pire encore, moi je vois quand je prends le métro, je vois des gens qui regardent des films ou des séries sur leur petit smartphone. Je me dis, mais comment ils font? Moi j'ai besoin d'être concentrée, d'être complètement dedans. Et là, ils sont sans arrêt happés par des bruits extérieurs, par le fait qu'il faut qu'ils sortent à telle ou telle station de métro. Enfin, moi, c'est un truc que je pourrais absolument pas faire. Déjà, la concession que je fais, entre guillemets, aux nouvelles technologies, c'est que je regarde des films, et surtout des séries, je dois dire, sur mon écran d'ordinateur. Mais j'aime vraiment profondément voir des films en salle, quoi. Voilà. Avec cette idée de projection qui, pour moi, est fondamentale. Euh, et juste pour, c'est à quel moment vous écrivez votre critique? Est-ce que c'est juste après la séance? Est-ce que c'est bien longtemps après? Le laps de temps, ça dépend pour vous, c'est quoi? Ça dépend. Alors, c'est vrai que quand j'ai travaillé pendant 20 ans en presse quotidienne. Et donc là, j'écrivais quand même très vite les critiques. À une époque même, je faisais des critiques de théâtre, des critiques de musique, de concert. Donc j'écrivais juste après avoir vu la pièce ou juste après avoir assisté à un concert. Le cinéma, il y a peut-être un ou 2 jours de décalage. Aujourd'hui, je travaille dans des mensuels. Alors Cosette, le rythme fait que j'ai l'impression quasiment de travailler dans un hebdomadaire, mais ça c'est un détail. Donc j'écris relativement vite après avoir vu le film parce que les choix se font vraiment jusqu'à la dernière minute de ma sélection, hein, de ma shortlist, je dirais. Pour positif, les filles, parfois, je les vois vraiment beaucoup en amont. Et ça m'arrive, parce que je ne l'ai pas dit, mais les critiques de positif sont beaucoup plus longues, hein. Ça relève plus de l'analyse de film quand j'écris un texte pour positif que quand j'écris une critique pour Cosette, hein. Voilà. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, ça peut faire 1 page, 2 pages, voire 3 pages, hein. Je peux faire 3 pages en positif sur un film. Donc parfois je revois le film, c'est-à-dire je l'ai vu en amont, 1 mois ou 2 mois avant, et je le revois une deuxième fois où je prends des notes pour pouvoir voilà, rebondir sur des séquences, puis en plus ça me permet de voir des choses que je n'avais pas vues la première fois. Parce que la première fois, on est quand même d'abord dans le flux et dans cette absorption dont j'ai parlé tout à l'heure. Et la deuxième fois, je pense qu'on peut déjà commencer à avoir un peu de recul par rapport aux images et par rapport à l'ensemble du film, voilà, à son arc narratif, à l'interprétation, au montage, à la mise en scène. Et ça me permet donc de prendre un peu plus de recul et d'écrire de façon plus détaillée et plus précise. Donc ça dépend. Pour répondre à votre question, ça peut être aussi bien 1 mois après que 2 jours après. Donc, je vais demander, les entretiens que vous avez avec les acteurs ou les réalisateurs, peuvent-ils modifier votre perception du film que vous avez et donc l'écriture de votre critique? Modifier, je pense, j'ai fait, alors encore une fois, je fais au minimum 1 ou 2 entretiens par mois, avec souvent des réalisateurs ou des réalisatrices d'ailleurs, parfois des acteurs ou des actrices. Mais j'aime bien, moi, surtout rencontrer les réalisateurs ou les réalisatrices, parce que je trouve qu'ils m'apportent effectivement, ouais, un plus par rapport à ma perception et à la compréhension du film. Je ne sais pas s'ils m'influent, mais en tout cas, quand ça se passe bien, et c'est souvent le cas, parce que c'est des entretiens qui durent 1 heure en général, voire un peu plus, ça élargit mon champ de vision et ça élargit aussi mon approche du film, donc ma perception. Donc ça, c'est formidable. Après, après ça se passe pas toujours bien. La plupart du temps, ça se passe bien. Parce que je pense que voilà, il y a une relation de cinéphilie, souvent qui s'installe entre, le critique, le journaliste et le réalisateur. Enfin, en tout cas, moi, c'est souvent ce qui se passe avec moi, même si ça peut encore m'arriver d'être intimidée, quand je rencontre des cinéastes que j'adore et que je suis contente de les rencontrer. Mais très vite, comme on est dans la passion, les choses se passent bien et puis voilà, une interview, ça se prépare. Donc ça se bosse vraiment, donc comme vous l'avez fait. Et donc voilà, moi je prépare des questions, il y a une dynamique dans mes questions, tout ça, et ce qui fait que ça donne pas une conversation, mais en même temps, il y a quand même, je guide la la l'interview. Enfin, j'essaie, parfois je tombe sur des gens très, très bavards qui prennent le lead. Certains réalisateurs, certains cinéastes notamment, c'est assez drôle. Mais oui, donc ça peut, je ne sais pas si ça m'influence, mais ça peut en tout cas enrichir ma perception du film, certainement. Me faire voir des choses que j'avais pas vues. Ok, Euh, merci. Moi, j'aurais une question. Hmm. La critique pour vous, Alors, c'est le plaisir d'écrire, de polémiquer, d'affirmer, de défendre, d'imposer, de détruire. Comment vous la définiriez? Alors déjà détruire, c'est non.
Enfin, ça me viendrait même pas à l'idée de détruire, quoi. Enfin, je trouve que c'est très curieux. Enfin, un film, c'est minimum 3 ans ou 4 ans de travail, mais vraiment minimum, quoi. Pour certains, c'est encore plus. Donc, je pense qu'il y a voilà, moi, c'est basé quand même, ce métier, je l'ai choisi et c'est pas un choix facile, hein, parce que c'est quand même de plus en plus difficile de l'exercer à plein temps et d'en vivre. Moi, je l'ai fait par passion et la passion, c'est pas, pour moi, c'est pas détruire. Je l'ai fait aussi parce que quand vous dites défendre, c'est plus ça aujourd'hui, parce qu'en plus je pense que si, on a un rôle à jouer aujourd'hui, la critique de cinéma, c'est plutôt en proposant, en défendant des films un peu fragiles, un peu alternatifs, qui n'ont pas forcément qui ne bénéficient pas forcément, bah, voilà, de l'impact publicitaire des blockbusters ou des films de grands, cinéastes, primés ou palmés un peu, partout. Et là, je pense qu'on a vraiment un boulot à faire, un rôle à jouer là-dedans. Donc oui, faut défendre. Puis après, moi, j'aime bien faire ce métier, parce que j'aime écrire certainement, mais parce que j'aime transmettre, j'aime expliquer. J'aime dire, voilà, j'aime guider en fait. J'aime dire, attendez, venez voir par là, il y a vraiment un truc intéressant. Partager mon enthousiasme et surtout dire aux gens, parce que je trouve qu'on a tendance à beaucoup compartimenter, à dire il y a des films d'auteur, il y a des films grand public et il y a des blockbusters, et à séparer, et donc à segmenter les publics. Et je trouve que c'est une ânerie pas possible. Moi, je pense qu'il y a des blockbusters formidablement intéressants, intelligents et écrits. Et il y a des films d'auteur formidablement chiants. Et le contraire existe également. Et donc, moi, j'ai envie de défendre ça. J'ai envie de dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'abord de rentrer dans une salle de cinéma. N'ayez pas peur des dictates ou des dogmes qu'on vous impose. Moi, je déteste les chapelles. Je suis une pure cinéphile et depuis toujours. Et je pense qu'il y a du plaisir à prendre dans tous les cinémas et dans tous les genres et dans tous les films. Voilà. Et c'est très important pour moi, cette mission-là. Et Décompartimenter. dans cette même idée, est-ce que le critique, selon vous, peut-être ou alors doit être objectif? Est-ce que ce serait pas contradictoire avec l'esprit de la critique qui est par essence subjective? Moi, je pense pas du tout qu'on soit objectif. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on signe nos articles. Donc, ça veut bien dire qu'on prend en charge ce qui est écrit et que c'est personnel. Sinon, voilà, on laisserait, bah, c'est écrit par la rédaction, par je ne sais qui. Non, non, bien sûr, moi, j'assume ce que j'écris. Je pense que c'est un regard. Je dis pas que tous mes arguments sont d'une originalité folle, mais en revanche, la façon dont moi, je les hiérarchise, dont moi, je construis ma critique, c'est déjà un acte subjectif de toute façon. De la même façon, alors, toute proportion gardée, hein, de la même façon qu'un metteur en scène, bien sûr, qui lui aussi met en scène. Et donc déjà, c'est une façon de conduire, de mener et d'orienter son spectateur. Ben moi, je fais ça de la même façon quand j'écris une critique, bien sûr. À partir du moment où je choisis d'attaquer par tel argument et d'expliquer et de montrer vers où je vais aller, déjà, de toute façon, il y a une part de subjectivité. Et puis j'écris avec ma culture, mon éducation, mon vécu, mon expérience, mes goûts. Donc bien sûr que c'est subjectif. Mais moi, je tente pas à l'objectivité, je tends à l'honnêteté. Voilà. C'est-à-dire que j'essaie de me débarrasser de toute forme d'affect. Quand vous parliez de détruire, ça veut dire que c'est quoi? J'ai des comptes à régler? Non, j'en ai aucun, quoi. Moi, je suis là parce que j'aime profondément le cinéma. J'ai profondément envie de défendre les gens qui font du cinéma parce que je trouve que c'est une façon quand même assez merveilleuse de décrypter le monde aujourd'hui. Voilà, je pense que sans cinéma, comme sans la littérature d'ailleurs, on ne peut pas vivre. Et la preuve en est aujourd'hui, en cette période très, 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 très bizarre qu'on est en train de tous traverser ensemble, bah, vers quoi on va? On regarde des films, on lit des livres, on écoute de la musique, et c'est quand même pas un hasard, quoi. L'art nous aide à comprendre le monde et nous soulage, nous aide à vivre aussi certainement. Et voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Donc, et le cinéma étant un art encore accessible, je pense que il y a quand même encore beaucoup de choses à dire par rapport à ça. D'accord, bah merci. Merci Ariane. On a compris que vous étiez quand même une critique engagée, impliquée. J'ai quand même une question sur que pensez-vous de l'adage critique est aisée, mais l'art est difficile? Alors c'est un peu cliché quand même. Moi je pense que Oui. l'art est difficile et que comme précisément je sais que l'art est difficile, je fais en sorte que ma critique ne soit pas facile. Parce que justement, c'est encore une question de respect.
Jouer la carte de la facilité, alors qu'on sait tout le travail que demande la réalisation, l'écriture, la production, la réalisation, la post-production. Certains d'entre vous vont travailler dans ces métiers. Je pense pas qu'on puisse faire ça comme ça, voilà, en s'amusant, juste pour une phrase. Bah, il y en a qui ils font ce qu'ils veulent, hein. Moi, je le fais pas. Et je suis bien en peine quand je suis obligée, enfin pas obligée, mais parce que comme j'ai pas honnêteté, il y a des films que je trouve médiocres ou ratés ou trop malins ou voilà, malhonnêtes. Je l'écris, mais j'essaie au minimum d'expliquer pourquoi moi j'ai eu ce ressenti-là et pas juste parce que enfin moi j'aime écrire donc et je pense savoir relativement bien écrire, mais c'est pas une formule qui va me permettre, je trouve, de parler d'un film. Donc on peut effectivement rendre un texte attractif, hein. Et il y a des techniques journalistiques qui permettent de rendre un texte plus intéressant, plus attirant que d'autres. Voilà, je suis pas une universitaire, donc j'ai une écriture évidemment plus magazine et moins théorique, moins académique que quand c'est un universitaire qui écrit. Mais en revanche, je me méfie quand même des formules et des phrases péremptoires et assassines juste pour faire un bon mot, quoi. Voilà. Cela dit, c'est la même chose dans la vie aussi. Oui, bien, bien. J'ai encore, avant de repasser la parole à Ludovic, quel est pour vous le rôle du critique? Est-ce que c'est comme un pharo qui va éclairer, plutôt quelqu'un qui est passeur ou découvreur, informateur aussi, guide? Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Un peu tout ça. Je pense que à la base, après c'est le lecteur qui vient chercher ce qu'il veut, hein. Mais je pense que c'est, puisque je rattachais ça à une branche du journalisme, je pense qu'il y a un travail d'information. Parce que les critiques ne font pas qu'écrire des critiques, hein. Ils écrivent aussi des interviews, ils peuvent faire des reportages, enfin il y a plein de façons, hein, de faire ce travail. Donc il y a un travail d'information, il y a un travail de prescription, je pense, parce que vu le flux, le nombre de films qui sortent toutes les semaines, à moins d'avoir beaucoup d'argent ou beaucoup de temps, et les deux surtout, c'est impossible de voir tous les films qui sortent chaque semaine. Donc il y a évidemment un travail de guide et de prescription. Et puis, je trouve qu'il y a le plaisir du partage. Et puis, il y a quand même un truc, ça c'est très personnel, peut-être un peu narcissique, mais écrire sur un film, c'est aussi prolonger le plaisir qu'on a pris à voir ce film, quoi. Donc je pense qu'il y a quand même ça aussi. C'est quand même au départ de la passion et de la cinéphilie. C'est-à-dire on continue à réfléchir et à être dans le film en écrivant sur lui, quoi. Merci. Merci. Ludovic, vous aviez des questions? Oui. Donc, je veux savoir, pour vous, la critique libre, indépendante et subjective n'a-t-elle pas toujours été gênée par le marché? Existe-t-elle toujours? Ok. Alors, je trouve, moi, qu'il y a une pression qui est de plus en plus vive, ce serait malhonnête de ne pas le dire. Pourquoi? Parce que la presse écrite, notamment, va de plus en plus mal, hein. Ça fait quand même une quinzaine d'années, enfin depuis Internet, hein. Mais bon, Internet, les gens qui écrivent sur Internet, ils ne sont pas payés. Donc, à un moment donné, il faut quand même aussi parler de choses sérieuses, hein. Si vous n'avez pas un autre travail à côté, vous ne pouvez pas en vivre, hein, en écrivant des critiques sur Internet. Donc, quand on travaille pour la presse écrite, que ça soit en salarié CDI ou en pige, qui sont aussi des salaires, on perçoit de l'argent. Donc déjà, bien sûr, on est payé. Donc il y a une relation, je dirais, financière intéressée. Ensuite, les magazines, la presse écrite, aussi bien la presse quotidienne que la presse magazine, elle doit vivre. Et pour vivre, il y a des aides, il y a évidemment les achats, les lecteurs, et puis il y a les recettes publicitaires. Et les recettes publicitaires pour le cinéma, elles se traduisent comment? C'est les distributeurs qui achètent des espaces publicitaires ou qui nouent des partenariats avec le magazine. Mais avec la radio, c'est la même chose, hein. Je ne sais pas si vous écoutez France Inter, France Inter est partenaire de plein de films, hein, voilà. Est-ce que ça a un impact sur le critique? C'est ça qui est intéressant. Est-ce que moi, on me dit, ce serait bien que tu parles de tel film et que tu en parles en bien et que tu ne parles pas de tel film, etc. Non, pas comme ça, pas de façon aussi violente. On me dit, voilà, il y a tel distributeur qui aimerait nouer un partenariat avec nous, est-ce que tu peux voir le film? Et moi, je regarde le film et ensuite je dis, oui, super, j'aime beaucoup le film, je suis d'accord pour le défendre. Ça défend effectivement, c'est proche, raccord de la ligne éditoriale, par exemple, de Cosette. Je trouve ça super. Et si j'aime pas le film, ou si je trouve qu'il ne défend pas les valeurs, les idées, ou moi, ce que j'aime du cinéma, je le dis également et je n'écris pas sur le film. Ça, c'est quelque chose de très important. Je ne veux pas écrire un papier positif sur un film parce qu'on me l'a demandé,
parce que ça peut nous rapporter de l'argent. Donc ce qui peut se passer, parce que c'est vraiment un truc que j'ai mis en place à Cosette, c'est très particulier et c'est vraiment super qu'ils aient accepté de le faire, parce que moi, j'aurais pas pu faire autrement. Donc si un film ne me plaît pas ou même me déplaît et que malgré tout, ils veulent nouer un partenariat avec ce film, à ce moment-là, moi, je propose que ce soit quelqu'un d'autre que moi qui écrit dessus, ce qui est exceptionnel, parce que, en fait, les pages cinéma, c'est quasiment à 95%, c'est moi qui les écris. Et à ce moment-là, ce sera soit la rédactrice en chef, soit la directrice de la rédaction, si elles ont aimé le film, bien sûr, hein. Si elles jugent que le film est une daube, personne n'écrit dessus et on laisse tomber le partenariat. Voilà. Mais donc, ça, non, mais c'est important. Ça, c'est quand même une tension qui existe et que moi, qui fais quand même ce métier depuis 20 ans, il y a 10 ans en arrière, par exemple, quand je travaillais à la Provence, les premières années où je me suis occupée des pages cinéma et je m'en occupais au quotidien et par le biais d'un hebdo, je n'avais absolument pas cette tension qui existait. Je l'ai vu monter en puissance. Et bien sûr, plus la presse écrite a commencé à perdre ses lecteurs, à se casser la gueule, plus la pression publicitaire a commencé à être un peu plus forte, quoi. Après, voilà, c'est un jeu de dominant et de dominé, et il faut trouver un équilibre et savoir. Moi, je n'ai pas l'impression de faire des compromis, mais en même temps, on arrive toujours à trouver des films intéressants tous les mois et nouer des partenariats avec eux, et des films donc, que je suis fière de défendre. Voilà. Mais c'est pas simple. C'est un travail Merci supplémentaire, Ariane. voilà, que moi je ne faisais pas auparavant. Je crois que vous avez du Ok. coup répondu même à la deuxième question de Ludovic déjà, parce que vous avez effectivement dit que vous défendiez avec passion et que vous exprimiez aussi votre désaccord. Donc vous avez anticipé sur la question suivante de Ludovic. Donc on va passer à Léane, qui avait lui-même deux questions. Une question plutôt d'actualité. Ne pensez-vous pas que nous sommes aujourd'hui dans une période où le retour du sacré, du dogme et du terrorisme intellectuel interdit toute pensée critique? Ça voudrait dire qu'on pense tous pareil? C'est ça que vous voulez dire? Est-ce qu'on est restreint justement par ce retour du conditionnement sacré et Moi, je me sens etc. pas restreinte, hein, et pourtant, j'ai pas l'impression d'être une super rebelle et d'être j'espère être un esprit libre, hein. Mais non, moi, je pense que justement, la critique est une alternative à ça. En tout cas, si vous le ressentez comme tel. Moi, il me semble qu'il y a en fin de compte, il y a effectivement une dominante qui est plutôt d'ailleurs d'ordre économique et social que, je dirais, philosophique aujourd'hui, qui voilà, fait pression. C'est surtout ça qui fait pression sur les gens aujourd'hui, plus qu'un dogme particulier. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une pluralité de dogmes qui nous permettent voilà, de slalomer entre chacun. Et la critique, justement, c'est ça qui est génial, c'est qu'elle propose une alternative à ça. Parce que moi, en pratiquant la critique, je propose aussi à mon lecteur, parce que ma critique ne sera pas forcément prise au premier, au deuxième ou au troisième degré, c'est un lieu de débat. Et donc, en écrivant moi-même une critique, je favorise, je l'espère, en tout cas je participe, je l'espère, à l'esprit critique des lecteurs. Et j'espère que justement c'est ça qu'on veut créer. Montrer qu'on peut penser sur quelque chose qui nous est donné à voir, ne pas seulement uniquement l'absorber de façon passive, mais réagir et réfléchir par rapport à ce qu'on nous donne à voir, à entendre et à penser. Et c'est pour ça que je trouve que la critique est hyper intéressante. Précisément, en cette époque où vous dites qu'il y a quand même une pression dogmatique importante, plus importante qu'avant. Et moi, je pense qu'il y a toujours eu, de toute époque, des pensées dominantes et des pensées alternatives. Voilà. Il y a toujours eu un esprit critique, singulièrement en France, hein. Vous savez que la France est considérée quand même un petit peu comme le pays où est née la critique de cinéma, hein. Les premiers critiques, c'était dans les années 1910. Hein. Quand vous entendez parler du prix Louis Deluc, c'était un des premiers critiques de cinéma français. Le prix Louis Deluc, ça correspond au prix Goncourt, hein, en matière de cinéma. Louis Deluc a été un des premiers critiques de cinéma à imposer cet art du cinéma, parce que c'était relégué dans les pages des journaux comme étant un sous-produit entre la photographie et le théâtre. C'était vraiment considéré comme quelque chose de pas très intéressant par rapport à la grande critique majeure et dominante qui était la critique littéraire. Et donc c'est en France et dans d'autres pays européens, bien sûr, on n'est pas les seuls, mais c'est quand même en France que les théories critiques et la pensée critique autour du cinéma est née et s'est épanouie, hein, donc c'est important, je pense. Quelles que soient les Très bien, je époques. vous Et on a remercie. des époques plus difficiles que celles qu'on traverse actuellement, je pense, d'un point de vue sociétal. Je vous remercie. Encore une fois sur l'actualité, la démission du comité de rédaction
des cahiers du cinéma, est-ce que c'est pas une preuve de cette évolution? De l'évolution de la critique, vous voulez dire? D'une Tout à fait, ouais, évolution, de la pensée critique. de la pensée? Moi, je pense que, alors bon, je peux pas parler à leur place, hein, les cahiers du cinéma, en plus, ça a été longtemps, ça n'est plus aujourd'hui, hein. La revue rivale de Positif, hein, donc il y a un historique, mais qui nous amuse aujourd'hui, en tout cas, ma génération, c'est plutôt la génération des gens dans les années 50. Il y a toujours eu, en tout cas, dans l'histoire des cahiers du cinéma, des générations qui se succédaient, des entre guillemets «coups d'État», des gens qui prenaient le pouvoir et qui viraient ceux qui étaient avant. Donc c'est pas une nouveauté, ça participe de l'histoire des cahiers du cinéma. Ce qui est nouveau peut-être, et encore, c'est pas la première fois qu'il y a un gros groupe qui rachète une revue ou un journal. Vous savez bien que les journaux que vous lisez aujourd'hui, que ce soit Le Monde, que ce soit Libération ou d'autres, ils ont tous été rachetés par des groupes, et par notamment des groupes économiques, que ce soit la téléphonie, voilà, ou des choses comme ça qui n'ont rien à voir. Donc il y a une pression. Ce qui est nouveau là dans l'histoire des cahiers du cinéma, c'est que ça a été racheté en partie, ils ne sont pas majoritaires, par un groupement de producteurs et de distributeurs. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le comité de rédaction précédent a fait jouer sa clause de conscience ou de cession, je ne sais pas, une des deux, celle dont je vous ai parlé au tout début de notre entretien, quand moi-même je l'ai fait jouer à la Provence, parce que c'est un droit dont bénéficient les journalistes, et je trouve ça normal, parce que c'est pas un métier anodin, c'est pas à part. On trempe la plume, effectivement, pas dans la plaie, mais en tout cas, comme disait Albert Londres, en tout cas, dans quelque chose qui nous engage, nous, personnellement. Et je trouve que c'est bien, c'est tout à leur honneur de l'avoir fait. Maintenant, moi, j'attends de voir la nouvelle équipe qui est mise en place est également intéressante. Enfin, moi, j'ai commencé à voir les premiers noms qui émergeaient. Et par ailleurs, ils font un truc qui est très important pour moi. Et c'est tout à leur honneur parce que c'est les premiers à l'avoir fait. Le comité de rédaction des cahiers du cinéma, nouvelle manière, sera totalement paritaire. Et c'est la première fois que ça se fait. Et je trouve ça intéressant. Bien sûr, c'est en réaction par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et voilà, on est dans une espèce d'époque post-MeToo où quand même enfin on commence à agiter tous ces problèmes. Mais je ne sais pas si vous êtes sensible à ça, mais moi oui. Et quand on regarde les organigrammes des magazines et des journaux, ou même des festivals hein, d'ailleurs, ben on voit que le monde du cinéma, et singulièrement la critique de cinéma, reste quand même essentiellement masculine. Donc je trouve ça un peu dommage, parce que c'est quand même encore une fois une façon de regarder qui n'est pas inintéressante, bien sûr. Moi, j'ai absolument rien contre les hommes, mais je pense qu'il y a une autre façon aussi de regarder quand on est femme, où on est effectivement considéré comme minorité, certes agissante. Donc, l'autre regard, ce fameux autre regard, je trouve que ce serait intéressant qu'il soit un petit peu plus mis en valeur, aussi bien du côté de la critique que des réalisatrices, que des scénaristes femmes, que des productrices ou que des programmatrices dans les grands festivals, notamment à Cannes, puisque le travail d'Aurélie se déroule pour l'essentiel à Cannes et dans sa région. Il y a encore beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Donc en tout cas, je salue le geste. J'espère qu'il ne sera pas que symbolique de la nouvelle équipe des Cahiers du cinéma qui a décidé de former une équipe totalement paritaire de critiques. C'est pas le cas Bon, Positif, alors je nous, on a précise. une... Ah, c'est bien. Nous, on a On est très on a bien. une critique aujourd'hui avec nous, une journaliste avec nous, c'est Lou qui avait une question. Oui, alors moi je voulais savoir si vous, en tant que critique, et aussi le critique en général, se préserve de toute relation personnelle, intime ou amicale avec le milieu du cinéma, afin de rester libre, indépendant et subjectif. Est-ce que vous... Oui. Alors, je sais pas, moi je fais pas ça de façon réfléchie, je crois au départ. Je pose pas ça comme une espèce, voilà, d'absolu. Mais il se trouve que oui, enfin, ça me paraît assez normal en fait. Parce que le travail de critique, c'est un travail de recul. Donc comment peut-on avoir du recul en étant proche, en étant ami ou amant ou je ne sais quoi, avec des gens qui sont dans le métier, ça me paraît difficile d'écrire. Ou alors on n'écrit pas sur leur film. Mais il y a forcément un moment donné où les choses vont se croiser. Donc, moi, j'ai fait des très jolies rencontres avec des cinéastes, avec des acteurs ou des actrices. Et c'est des moments, voilà, un peu fulgurants où il y a une espèce, parfois même, ça peut être vraiment un moment presque d'amitié ou de partage. Est-ce à dire pour autant que ces relations sont prolongées? Non. Moi, en l'occurrence, non. Après, on peut se croiser dans un festival et se saluer de loin.
parce que, bah, on a aimé le moment qu'on a partagé ou parce que j'ai aimé leur film, ils le savent, ou parce qu'ils ont aimé mes papiers et que ça me fait plaisir aussi, bien sûr. Mais je n'ai pas noué de relation, particulière et je ne cherche pas à en nouer. D'accord, merci. Et selon vous, le critique n'est-il pas devenu un simple journaliste de consommation culturelle? Bah, avec tout ce que je viens de vous dire, non, hein, quand même, je pense, hein. Enfin, ou alors je sais pas, j'ai pas été, très, explicative, mais non, je pense pas. Il y a effectivement aujourd'hui, je pense qu'on est très influencé parce qu'on vit dans une société d'images et de flux et donc ce qui se passe notamment à la télévision, mais aussi sur internet, on est très impacté par, ces images qui sont des images essentiellement promotionnelles, hein, où il y a pas du tout justement de discours autour de ces images donc voilà, mais même moi, hein, moi je passe mes journées sur internet, hein, donc voilà, à bosser sur internet, à voilà, à écrire éventuellement, à transmettre, tout ça. Donc je vois bien ce qui se passe, je vois bien ce qui se passe sur les réseaux aussi, où ça va à toute blinde, on n'a pas le temps de réfléchir et donc bien sûr qu'il y a de la consommation. Bah oui, évidemment, puisqu'on est tout le temps dans l'urgence et dans le flux. Mais justement, encore une fois, pour moi, la critique, c'est pour ça que je pense qu'il y aura toujours de la critique et qu'il n'y en a jamais eu autant, hein, je dois le dire, hein. Parce que l'apport d'internet, c'est qu'il y a une pluralité, de plumes et d'écritures qui sont nées, grâce, à ça. Il n'y a jamais eu autant de critiques et ça n'est pas un hasard à mon avis. Justement, pour essayer de cerner, de défricher et voilà, de se guider à travers ce flux, qui est quand même, je trouve, assez épuisé parfois. Et justement, en parlant de ce changement, de ces nouveautés d'Internet et dans les dernières années, hein, c'est pas vraiment des nouveautés maintenant, mais comment est-ce que vous voyez l'avenir de la critique de cinéma? Moi, j'ai l'impression que, voilà, moi j'ai fait les 2. J'ai été, journaliste, CDI, pendant une vingtaine d'années dans un quotidien et avant j'étais dans un hebdomadaire, enfin bon, voilà, j'ai fait pas mal de trucs. Aujourd'hui, je travaille à la pige, c'est-à-dire que bon, c'est une pige qui est régulière, notamment Cosette, ça fait 5 ans, presque 6 que c'est moi qui gère les pages cinéma et séries. Mais je vois bien qu'il y a une précarisation de ce métier, et puis qu'il y a aussi une réduction des pages culture dans tous les magazines. Je parle de presse écrite, hein. On voit bien que, voilà, quand il s'agit de serrer la vis, les premières pages, qui sont, sacrifiées, c'est quand même, les pages culture, ce qui à mon avis est une erreur grossière et fondamentale. Parce qu'on passe, voilà, on pense plutôt, je dirais, au fait que, bah, avec, tout ce qui se passe, tout ce qu'on peut avoir accès sur internet en termes, d'images, de séries, de films et cetera. Mais oui, mais je pense qu'il faut accompagner tout ça. Il y a vraiment un travail pédagogique à faire et que, bah, ce travail se fait plus ou moins bien et c'est peut-être tout bon, a priori, dans l'immédiat, à court terme, pour les gens qui vendent et qui, sont dans l'industrie du cinéma, mais je pense qu'à long terme, c'est pas du tout, bénéfique non plus pour eux. Oui, je voulais savoir, et pour vous, qu'en est-il de la critique des séries? La méthode est-elle la même avec les séries que pour les films? Je sais pas la méthode. Déjà, enfin, dire une chose, c'est que, moi je critique des séries alors je bouffe de la série, pareil depuis que je suis, enfant et adolescente. Ça s'appelait des feuilletons, à l'époque, dans les années 70. Aujourd'hui, on regroupe sous le terme de série, plein de choses. Heu, je m'en rendais pas compte, voilà, de fait, moi tout ce qui est image, tout ce qui est narration visuelle, de toute façon, ça m'intéresse. Voilà, donc et je pense qu'il y a beaucoup de cinéphiles qui effectivement, parce qu'on est tous quand même un tout petit peu monomaniaques, hein, et quand même, et que la série, bah, voilà, alimente notre obsession et notre maniaquerie, donc il faut faire attention parce que ça peut être un piège, hein. On peut passer des heures et des heures à s'engouffrer, dans les séries. Je pense qu'il y a énormément de critiques de cinéma qui sont comme moi, qui regardent des séries. Ça reste encore aujourd'hui, très curieusement, moi ça m'a beaucoup surpris, j'ai découvert ça en commençant faire des chroniques de séries, dans l'émission, de Xavier Leherper sur France Inter. Je fais un peu de pub, 1 heure en série, où j'ai découvert qu'il y avait des critiques que de séries et des critiques de cinéma et de séries, qu'il y avait des espèces de clivages, voire de rivalité et j'ai trouvé ça complètement incroyable. Moi j'englobe ça. Bien sûr que ce n'est pas du tout pour moi la même forme de narration que les arcs narratifs quand ça se passe sur 5 ou 6 saisons et des épisodes qui durent 1 heure et qu'un film dure 2 heures, voire 2 heures et demie, 3 heures au maximum.
On n'utilise pas évidemment la même forme d'écriture, bien sûr, ça on est tout à fait d'accord. Mais cela dit, ça reste quand même de la fiction écrite, produite, montée, découpée, interprétée. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Et pour la série, oui, j'essaye d'aborder ça avec, j'espère, la même fraîcheur, la même envie, le même enthousiasme et la même envie de partage, surtout. D'accord. Et donc, je voulais aussi savoir, vous, quels conseils pourriez-vous donner pour des jeunes comme nous qui souhaitent se lancer dans cette carrière de critique ou de cinéaste, tout simplement, Alors, c'est pas aujourd'hui? pareil, hein, le cinéaste, hein. Voilà, le cinéaste fait, le critique commente, ce qui n'est pas la même chose, commente et analyse. Ceux qui veulent Oui, se enfin, lancer dans la critique, du coup, pour le critique, coup. ouais, ceux qui veulent se lancer dans la critique, je ne sais pas si de votre génération, il y en a beaucoup qui ont envie de le faire, tant mieux, j'espère. Moi, le conseil que je peux leur donner, c'est d'abord en amont, Heu, non seulement de voir beaucoup de films et ça vous avez une possibilité que nous on avait moins, enfin moi quand j'avais votre âge, on n'avait pas accès, de façon aussi directe par le biais des les plateformes, des streamings et tout ça, à autant une telle force de proposition. Enfin, nous on devait attendre que le film sorte à telle heure, voilà, c'était bien aussi cette attente, hein. Moi je l'aimais bien, hein, ce moment où on se disait: «Voilà, dans une semaine, dans 15 jours, le film qu'on attend depuis très longtemps va sortir». C'était génial. Bon après, voilà, il y a eu les cassettes puis les DVD. Donc ça, vous avez cette chance-là. Donc nourrissez-vous, faites des arrêts sur image, regardez comment ça fonctionne, bidouillez. Ça, vous savez le faire, vous êtes formidable. Mais ne faites pas que ça. Allez voir des expos, lisez des bouquins, écoutez de la musique, allez voir des pièces de théâtre, parce que le cinéma, c'est quand même un art synthétique et qui se nourrit de tous les autres arts. C'est quand même le dernier, hein, a priori. J'espère qu'il y en aura d'autres encore. Et c'est la dernière invention qu'on ait trouvée à partir de toutes les précédentes. Donc, dans le cinéma, il y a de l'architecture, il y a des paysages, il y a de la musique, il y a de la narration, il y a du jeu, il y a du montage, il y a tout ça. Donc, pour comprendre et pour déchiffrer et pour percevoir de façon subtile, en tout cas plus fine, que juste consommer, comme disait votre camarade Lou tout à l'heure, je pense qu'il faut se nourrir de tous les autres arts. Et puis, il faut aussi vivre un petit peu, se frotter au réel, parce que le cinéma nous raconte des histoires, et quand même, ce sont des bribes d'humanité qui nous sont transmises. Et avant de les vivre par Mhm. procuration, je faut aussi les vivre et se colter au réel. Donc voilà, il y a parfois des critiques très très jeunes qui écrivent des choses formidablement brillantes, mais je pense quand même qu'il faut aussi expérimenter la vie, les relations humaines, les espoirs, les échecs, les combats, toutes ces choses dont nous parle le cinéma aussi également, quoi. Le cinéma, c'est une forme très concentrée de la vie quand même. Ok, merci. Et on avait une question sur combien environ vous voyez de films ou de séries dans une année, Ariane, Euh, à peu près. je me pose pas la question. Actuellement, alors là, en confinement, c'est un peu différent parce qu'il y a plein de sorties de films qui sont reportés. Donc, du coup, je vois Oui, essentiellement bien des sûr. séries actuellement. En moyenne, en temps normal, en espérant que ces temps normaux, en tout cas en matière de cinéma, vont revenir. Je vois au minimum 7 films par semaine. Donc, vous faites le calcul, par an, combien ça fait. Et les séries, j'en vois pas mal parce que pour l'émission de Xavier, j'interviens une fois sur deux et on débat sur 4 séries à chaque fois. Donc, on essaie de voir le maximum d'épisodes, c'est-à-dire minimum entre 6 et 10 épisodes. Donc, vous voyez le nombre d'heures où j'explose mes yeux et mes petits neurones devant mon écran. Oui. Et je fais semblant de vivre. En tout cas, j'ai une vie alternative, mais une vie choisie néanmoins. Voilà. Donc, ouais, non, je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et on n'a pas parlé des festivals, mais on en parlera peut-être un petit peu Oui, plus tard si vous parlez de Cannes. Mais c'est des moments aussi qui sont super intéressants pour ça, d'ailleurs. très intense, oui. Ouais. On a Léane qui a une Oui, alors moi, dernière question. Ah, une oui, question une toute dernière simple. question pour Léane et ensuite on passera la parole à Lou pour presque terminer. C'est ça. Moi, j'ai une question toute simple. Est-ce que Oui. vous avez un regret en rapport avec un film ou avec vous, ou à votre métier, par exemple, tout simplement? Par rapport à un film, non. Je pense peut-être que j'ai des regrets par rapport à des rencontres avec des réalisateurs que j'ai pas pu faire.
Moi, ça m'apporte énormément de rencontrer, d'écouter. C'est souvent des gens qui ont des discours pas forcément construits, mais il y a une telle intensité et il y a une telle implication dans leur travail. D'ailleurs, c'est même pas un travail ce qu'ils font. On voit bien que la vie et le travail se mélangent souvent, en tout cas pour les cinéastes que j'aime. Et ou pour certains acteurs ou certaines actrices. Voilà, moi je sais que j'aurais adoré, rencontrer, interviewer, quelqu'un comme, François Truffaut pour parler des cinémas français et il est mort, quand j'étais encore étudiante. Je me rappelle très bien de ce moment-là. J'aurais adoré rencontrer Delphine Seyrig, ou Simone Signoret, je parle de français, hein. Américain, j'aurais adoré interviewer Billy Wilder, par exemple. Voilà, ou Orson Welles, c'est des gens, je me rends compte parce que j'ai la chance quand même de rencontrer des gens hyper captivants, mais vraiment quoi. Moi, j'ai fait quelques rencontres et quelques interviews extraordinaires avec Nanni Moretti, avec Pedro Almodovar, avec Martin Scorsese, mais vraiment, et je vois bien à quel point même ces gens-là me donnent envie de continuer quoi. Et voilà, c'est peut-être mes regrets, c'est ça, hein, c'est d'être, même si je suis beaucoup plus âgée que vous, d'avoir été trop jeune pour rencontrer quelques-uns je peux pas dire des stars parce que moi je les starifie pas, mais voilà, des cinéastes qui m'ont vraiment fait grandir, parce que le cinéma m'a fait grandir aussi. C'est C'est aussi plutôt un des art. regrets sur des personnes que vous n'avez pas pu rencontrer. Oui, c'est des regrets sur des rencontres, hein, mais ça aurait parlé de cinéma, bien sûr. Je pense qu'ils m'auraient appris, dit des choses formidables sur leurs films et sur les films des autres, notamment quelqu'un comme Truffaut. C'était, en plus d'être un cinéaste que je trouve toujours très intéressant, Heu, c'était un cinéphile, formidable, quoi. Qui a été critique d'ailleurs au départ, hein. Il a commencé par la critique de cinéma avant de devenir lui-même, cinéaste et Comme Très producteur. bien. Bertrand Tavernier. Merci beaucoup. Comme Bertrand Comme Tavernier qui Bertrand lui a écrit Tavernier, hein. beaucoup dit. Ouais, ouais. Ouais, 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 Ouais. absolument. Ah, Ouais. Ben, je vois vos yeux qui brillent. Donc, est-ce que vous auriez une anecdote ou un souvenir à nous raconter sur votre métier, quelque chose qui vous a marqué? Ouh, il y a beaucoup de choses, je vais essayer de vous raconter des trucs sympas, un peu chouettes, quoi, parce qu'il y a des trucs parfois pas marrants, bah, le pire qui puisse m'arriver, je l'ai vécu, mais heureusement, enfin bon, ça s'est bien passé. J'avais fait une interview de Gérard Jugnot, je ne sais plus pour quel film, et ça s'était très bien passé. C'est un monsieur extrêmement sympathique, c'était pour l'un de ses films, hein. Et puis c'était à l'époque où je travaillais à la Provence, dans un quotidien, donc il devait être 20h30, 21h quand l'interview s'est terminée. Je me précipite pour rentrer au journal et je sors mes affaires, etc. Et puis je retrouve pas mes notes. Et en fait, j'avais oublié mes notes, les notes de mon interview dans l'hôtel où j'avais fait l'interview. Donc il était impossible parce que l'heure courait et qu'il y avait un délai de bouclage de les retrouver. Donc j'ai écrit mon interview. Moi, je suis quelqu'un d'hyper exigeant et de totalement, comment dire? Oui, c'est ça, un peu perfectionniste, je pense, malheureusement. Et donc j'ai flippé, mais vraiment comme jamais de ma vie, j'ai flippé. Bon, il n'y a pas eu de retour négatif. Et puis une belle histoire, hein, il y a très longtemps, j'écrivais beaucoup sur des sujets de société, mais j'ai commencé à écrire sur le cinéma à la Provence. Et j'ai rencontré Agnès Varda en 95. C'est une cinéaste que j'aime beaucoup, que je trouve d'une originalité absolument folle. Elle a un parcours en plus hyper indépendant et hyper original. Et pour une femme de sa génération notamment, elle a vraiment ouvert la voie à plein de gens. Et je l'ai rencontrée en 95 parce qu'il y avait une rétrospective pour Jacques Demy. Jacques Demy étant un de mes cinéastes également préférés. Et l'interview se passe, c'était super sympa, c'était à Aix-en-Provence. Euh, et en fait, elle n'avait pas de voiture pour rentrer chez elle. Il se trouve qu'elle a une maison dans le Luberon. Et donc, comme j'en parle au présent, elle est décédée il y a pas très longtemps. Comme c'était quelqu'un d'un naturel absolu, et puis elle était très démerde, elle savait bien aussi, elle était très charmeuse et elle savait bien profiter des gens, mais profiter pas de façon négative, hein. Elle m'a dit, bah, vous avez qu'à me ramener en voiture chez moi. Et donc, on prend ma vieille voiture, en plus, c'était une pauvre vieille Opel Corsa. On a fait tout le trajet ensemble. Je me rappelle, elle s'était déchaussée, elle était la plage juste à côté de moi, ses pieds contre le pare-brise. Et elle m'a parlé, Demy est mort en 90, moi je l'ai interviewé en 95. Demy, c'était l'homme de sa vie, hein. Elle a partagé une grande partie de sa vie avec lui, même si c'était aussi
un couple qui a connu des hauts et des bas, hein, ce qu'elle n'a jamais caché. Et elle m'a dit des choses absolument magnifiques et bouleversantes sur cette histoire d'amour-là. Du coup, quand je suis arrivée, elle m'a invitée. Elle m'a invitée à dîner chez elle. On est resté. À ce moment-là, c'était l'été. Je me rappelle, il y avait une lumière absolument magnifique. On a mangé dehors. Et je suis repartie hyper tard de chez elle. Je sais pas, j'ai dû passer toute la soirée avec elle. Je pense qu'elle avait un peu le blues aussi. Parce que ça faisait pas si longtemps que ça, finalement, qu'elle était morte, et que de parler de lui, ça l'avait certainement remuée et bouleversée. Et pour moi, ça reste un moment vraiment hyper important et hyper magique. Comme Waouh. quoi, les rencontres. Voilà. Merci. Et pour finir, j'ai une autre question. Euh, donc, on parle de la plage, tout ça. Est-ce que vous auriez un rapport cinématographique ou cinéphilique particulier avec la ville de Cannes? Bah oui, Aurélie, qui est ma copine, je participe avec toujours un grand plaisir parce qu'elle m'invite chaque fois aux ateliers qui s'appellent Moi j'aime critique qu'elle fait à l'automne, en novembre chaque année avec les lycéens de Cannes et de la région. Ça, c'est vraiment un travail que j'aime beaucoup faire. Voilà. Et puis, sauf cette année, c'est la première fois en 20 ans que je ne vais pas venir au Festival de Cannes, puisque pour l'instant, il est suspendu. On va dire ça comme ça, pudiquement. Mais bien sûr, je viens au Festival de Cannes chaque année et c'est vraiment, alors là, je vous assure, avec tout ce qu'il peut y avoir de polémique, de controverses, d'agacement, d'irritation que je partage, c'est un moment quand même hyper important pour les critiques de films. Bien sûr que c'est aussi très important, probablement plus encore pour l'industrie du cinéma. Mais pour nous, les critiques, d'abord parce qu'on engrange énormément de films, qu'on voit plein de films en amont, qu'il y a un moment comme ça, je trouve, de partage, d'exacerbation aussi. On est tous complètement, on envoie trop de films à la limite, mais c'est extraordinaire. C'est tout d'un coup, pendant 12, 13 jours, 12 jours, on voit 40 films avec des moments, on passe par des hauts, par des bas, on s'accroche, on s'engueule, on fait la queue inutilement, on s'énerve et on revient. Et tout d'un coup, on a une révélation parce que malgré tout, on n'est pas, je pense qu'aucun d'entre nous n'est complètement blasé. Et on découvre tout d'un coup un film qui nous transporte et qui nous dit que oui, le cinéma est encore hyper vivant, hyper créatif, et que c'est un art vraiment enfin, qui est exceptionnel et qui se renouvelle et qui, pour moi, reste un des arts les plus porteurs et les plus puissants qui soient. Quoi. Ouais. Donc ça, pour moi, Cannes. Après, j'adore la Mostra de Venise, mais je ne vais pas vous bouffer et vous raconter ma vie pour d'autres raisons. Parce que je pense que c'est aussi, d'abord, la sélection là-bas est magnifique, que c'est plus paisible et qu'en plus, il y a un public plus mélangé, parce qu'il y a aussi des cinéphiles qui viennent davantage et qu'on se retrouve avec des gens, entre guillemets, normaux et qu'on peut échanger tranquillement avec eux sur les films. Mais Cannes, ouais, c'est un moment très important pour tous les gens qui aiment le cinéma, bien sûr. Même si on s'énerve, même si on critique. C'est fondamental. Alors nous, Ariane, Merci. pardon, excusez-moi, Lou. Nous, Ariane, on vous invite pendant le Festival de Cannes l'année prochaine, pendant Cannes Cinéphile, puisque Cannes Cinéphile, c'est l'opportunité pour le grand public de voir les films du festival. Donc vous pourrez vous frotter aux discussions de tous les cinéphiles dans les files d'attente qui sont effectivement très enthousiastes Je les et rencontre enflammés. et C'est je vrai, parle c'est vrai. avec eux. Voilà. Et j'ai un frère qui est libraire à Nice, qui vient chaque année, grâce à Cannes Cinéphile, passer Ah, 2-3 c'est jours bien. pendant le festival de Cannes, parce que voilà, on est cinéphile dans la famille. Donc je le sais bien. Mais nous, voilà, vous savez très bien comment se passe le Mais festival non, de mais bien Cannes. sûr, On bien est sûr. hyper compartimenté. Déjà, je ne veux pas commencer à vous parler des couleurs, des cartes et tout, parce que c'est voilà, c'est à l'image. En fait, c'est une espèce de rétréci, de synthèse du monde particulièrement voilà, injuste et compartimenté dans lequel on vit aujourd'hui, et hiérarchisé. Et donc, ben, les cinéphiles, on les croise peu ou pas. D'abord parce qu'on n'est pas dans les mêmes Oui, files, et puis aussi parce que nous, on travaille quand même. Donc après, ben, on rentre à l'hôtel ou oui, dans les oui. mauvais appartements, les colocs, on Non, partage et puis la différemment pour priorité, écrire des effectivement, articles. ben oui, Voilà. votre priorité pour Voilà. vous, c'est effectivement le voir le maximum de films pour pouvoir travailler. Oui, Nous, les caler cinéphiles, les c'est vrai que emplacements, voilà. Ouais. c'est par Mm. plaisir. Oui, oui, bien sûr. Non, non, c'est Beaucoup sûr. de stress, hein, C'était Cannes, juste hein, mais bon, il y a une, tout ça dans la vie. c'était juste une petite pub pour nous. Oui, mais tu as Ah bien oui, oui, fait. bien sûr. Bon, alors maintenant, comme tu as dit à tout le monde qu'on était amis, mais bon, je te vous Ah, vois je depuis suis tout à l'heure, je désolée, vais on est passer au copines. Bon, tutoiement. pardon. Pardon, Oui, je suis c'est vrai. désolée. Non, non, c'est pas grave. Est-ce que tu peux justement nous dire, du coup, quel est le plus beau film du monde pour toi?
Ouais, enfin bon, je le dis, hein, vous m'aviez envoyé la question au préalable quand même. Je préférais jouer le jeu et être honnête. Et je me suis dit, c'est impossible à répondre à cette question. Cette expression, le plus beau film du monde, je pense qu'il faut le rendre à César ce qui appartient à César, en l'occurrence à François Truffaut, qui avait dit que le plus beau film du monde, c'était L'Aurore de Murnau, qui était un film, je précise quand même que moi j'aime énormément également, qui est un film muet en noir et blanc, qui marque à la fois le sommet du cinéma muet et puis la fin, puisqu'il a été diffusé, enfin montré en 1929, donc peu de temps avant l'arrivée du cinéma parlant. C'est un film qui est d'une beauté absolue et d'une modernité incroyable. Je recommande à tout. Moi, je donne quelques cours et avec les étudiants, je le montre. Évidemment, je l'adore. Mais je trouve dommage. Enfin voilà, je ne me compare en aucun cas à François Truffaut, donc je ne veux surtout pas me mettre dans son sillon. Il en a parlé magnifiquement. Moi, il y a 2 films que j'aime énormément et que je revois, que je re-revois. Je pense que ça fait partie aussi du plaisir un petit peu maladif, névrotique du cinéphile que de revoir 30 fois le même film. Il y en a 2 en tout cas que je revois très volontiers. Le premier, c'est Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy. Voilà, parce que pour moi, c'est le film de l'allégresse et cette espèce de chassé-croisé amoureux où la rencontre est chaque fois différée. C'est la musique de Michel Legrand, c'est les Sœurs d'Orléac, c'est les coups, c'est Rochefort et ses couleurs, c'est la jeunesse. C'est un film que j'ai vu à 8 ans, que j'ai dû voir à peu près une dizaine de fois dans ma vie. Et l'autre film qui est beaucoup plus grave et qui n'a rien à voir, qui est un film américain, qui est pour moi aussi une sorte de chef-d'œuvre que j'ai vu adolescente et qui s'appelle Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino. Voilà, c'est un film d'apprentissage, c'est sur la perte de l'innocence, voilà, c'est sur un groupe, sur cette façon dont un groupe d'amis, de jeunes, se délite au contact de la guerre et de la violence. C'est aussi sur un groupe, voilà, une culture ouvrière aussi qui est malmenée par la société capitaliste. C'est aussi un grand film politique et puis d'une maîtrise, d'une maestria extraordinaire. Il y a des scènes de groupe, des morceaux d'anthologie. Ça se passe en partie au Vietnam. Je ne sais pas si ce film vous parle, j'espère. Allez le voir. Moi, je sais que c'est un film qui m'a époustouflée, qui m'a hantée quand j'avais 15 ans. Il est avec Robert De Niro, avec Christopher Walken et avec Meryl Streep notamment, John Savage aussi. Et je peux le revoir et le re-revoir et déceler à chaque fois des choses secrètes dans les plis de chacune de ces séquences et dans des expressions, dans les jeux d'acteurs, voilà, c'est un film inépuisable, comme peuvent l'être les 2 autres que je vous ai cités. Donc je suis désolée, j'ai pas joué le jeu, je suis une vilaine. Je vous en ai donné 3. Il y en aurait beaucoup plus encore. Non, c'est bien. Mais j'ai voulu donner 3, voilà, 3 facettes, la poésie du muet, l'humour et la vivacité et l'allégresse de la comédie musicale et l'intensité et la puissance dramatique d'un film social et politique. Voilà. Merci Ariane. Merci beaucoup Merci pour ce temps passé avec nous. à très clair, hein. Oui. C'était très bien, c'était très bien. Bon. Non. On va remercier aussi évidemment, tant qu'on est encore en ligne, Alexandre, Lou, Léane et Ludovic. Et on Ah oui, remercie merci. aussi Joachim. Joachim qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas vu, mais qui est à la technique. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les partenaires aussi qui nous ont soutenus. Je pense à Jérémy Crinchamp. Et puis voilà. Et bien sûr Ariane Allard, mais je l'ai dit, très cher. Oui, oui. Merci à vous tous. Merci Ariane. C'était sympa, je suis ravie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et allez Merci aussi. beaucoup. Merci à vous. Avec plaisir.